Bonjour, je m'appelle Éléonore et vous êtes sur ma chaîne Tricot à faire où on parle de tricot, on parle de laine et de plein de joyeuseté dans cet univers très cosy, très douillet. Aujourd'hui on se retrouve pour un hors-série un peu spécial où on va parler de l'échantillon. Ah là là, l'échantillon. S'il y a bien un sujet qui divise la communauté tricotesque, c'est celui-là. Entre celles qui ne jurent que par ça et celles qui ne veulent pas du tout en faire pour des raisons qui s'entendent, c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Alors, faire ou ne pas faire un échantillon, on fait le point tout de suite. Donc déjà, un petit point de définition. Un échantillon, c'est quoi? C'est un carré de 10 cm sur 10 cm en général qu'on va venir tricoter dans le fil et les aiguilles, la taille d'aiguille recommandée par le patron. Et ça va nous permettre de nous donner une meilleure idée de ce que va rendre le tissu, l'ouvrage final. C'est une référence technique qui va nous servir en fait à comparer le résultat qu'on obtient dans l'échantillon avec ce qui est demandé par le designer. Je bois un petit peu. Petit point vocabulaire en anglais si jamais vous tricotez en anglais. On va utiliser, nous en français, le terme échantillon pour désigner tout un tas de choses que les anglais, eux, vont décliner avec des mots différents. Le premier mot important, c'est gauge, G-A-U-G-E, qui est le nombre de mailles et le nombre de rangs qui est nécessaire, qui est recommandé par le designer pour obtenir la bonne tension pour le projet que vous voulez tricoter. Ensuite, il y a le terme swatch. Swatch, c'est le résultat de votre gauge. Donc là, vous avez tous les swatchs derrière moi sur mon tableau de chasse. Et donc c'est la petite quantité de tissu tricoté pour donner une idée de l'ensemble. Et après, vous avez le terme sample. Nous, en français, on utilise encore le terme échantillon. Mais pour les Anglais, le sample, c'est une version du patron qui a été tricoté en entier avec une combinaison de fils et d'aiguilles qui permet du coup de se représenter le patron une fois qu'il est fait. Donc c'est souvent des designeuses ou des merceries qui vont avoir besoin de sample knits pour pouvoir permettre à leurs clients de se faire une idée de ce que ça va donner une fois terminé. Par exemple, Lysandre Bourdin qui va là au Knit It bientôt, là, c'est cette semaine, va avoir tout un tas de sample knits de ses chaussettes pour que ceux qui vont l'avoir à son stand au Knit It puissent se représenter. Ok, si je fais ces chaussettes là avec ce fil là, voilà ce que ça peut donner. Deuxième question, mais pourquoi est-ce qu'on fait un échantillon? Tout d'abord, la première chose, c'est qu'en fait on va faire un échantillon pour s'assurer qu'on va obtenir la bonne taille de l'ouvrage terminé. Parce que si ton échantillon ne correspond pas à l'échantillon demandé par la designer, le risque c'est que tu te retrouves avec un pull qui est soit trop grand, soit trop petit. Et c'est vraiment important, surtout quand on fait des ouvrages qui sont ajustés. Chaque tricoteur, chaque tricoteuse a une tension différente. Donc on peut utiliser le même fil et les mêmes aiguilles et quand même se retrouver avec des échantillons, des swatchs, vraiment différents. On fait aussi un échantillon pour tester un fil, notamment pour voir comment il va se comporter. Est-ce qu'il va être souple? Est-ce qu'il va avoir du drapé? Est-ce que au niveau de la densité des mailles, est-ce que ça plaît ce tissu-là? On va aussi tricoter un échantillon, en tout cas moi c'est mon cas, pour éviter entre guillemets le gaspillage, notamment le gaspillage de temps parce que c'est une ressource qui est rare, le temps. Parce que c'est quand même plus rapide de tricoter un petit carré que de tricoter tout un ouvrage et de se rendre compte finalement ça me plaît pas, c'est pas à ma taille, c'est pas le tissu que je veux. Et on va aussi tricoter un échantillon quand on a besoin de se familiariser avec une nouvelle technique, notamment quand on tricote des torsades, du jacquard et de la dentelle.
Là, vous en voyez quelques-uns derrière moi. Par exemple, je crois que le dernier cas de figure pour moi d'un échantillon pour une technique, c'est quand j'ai appris à faire de la brioche. Parce que j'étais en train de tricoter le Gogo Dynamo de Steven West, et sur la quantité de mailles, j'avais pas vraiment envie de me tromper. Donc j'ai d'abord fait un petit échantillon, je me suis familiarisée avec la technique, et quand j'ai été confortable avec cette nouvelle technique, je suis passée sur les watts 1000 mailles qu'il y avait sur le Gogo Dynamo. Troisième question, quand faire et ne pas faire un échantillon? Alors, on fait absolument, enfin en tout cas c'est très recommandé de faire un échantillon quand on doit faire des ouvrages qui sont ajustés. Pull, gilet, bonnet. Certains même vont jusqu'à faire des échantillons pour les chaussettes pour s'assurer que tu as la bonne tension. On le fait aussi quand on a décidé de changer de fil par rapport à ce qui est recommandé, notamment en termes de calibre. Je vais vous montrer un exemple après. Et on peut aussi le faire quand on est débutant en tricot et qu'on n'est pas hyper à l'aise avec sa tension. Ce qui vous intéresse aussi, c'est probablement de savoir quand est-ce qu'on peut se permettre de ne pas faire d'échantillon. Et bien tout simplement quand on fait un ouvrage qui ne nécessite pas d'être particulièrement ajusté. On pense aux écharpes, aux châles, à des couvertures aussi et des éléments comme ça de décoration, coussins par exemple. On peut aussi se permettre de ne pas faire d'échantillon quand le tricot est très large ou que vous n'avez pas forcément envie d'être sur une pièce qui est très ajustée. Moi je vous recommande quand même de faire un échantillon parce que ça vous permet quand même de vous faire une idée du rendu du tissu et c'est ça qui est très important. Certains tricoteurs, tricoteuses vont estimer que en fait faire un échantillon de 10 cm sur 10 cm c'est un peu faussé. Pourquoi? Parce que, et c'est tout à fait vrai, faire un échantillon de 10 cm sur 10 cm n'est pas représentatif de comment le tissu va se comporter une fois que toute la pièce est faite, notamment à cause du poids de l'ouvrage. Ensuite, souvent on va faire des échantillons à plat en aller-retour. Or, si vous tricotez en rond, il est tout à fait possible que votre tension soit différente entre comment vous tricotez votre échantillon en aller-retour et une fois que vous êtes en train de tricoter la pièce réelle en rond. Par exemple, je suis actuellement en train de tricoter le croisière de Marie-Christine Lévesque et quand j'ai fait mon échantillon à plat, j'étais spot on, 20 mailles sur 28 rangs, si ma mémoire est bonne. Et puis, arrivé à un certain endroit dans mon tricot, j'ai fait un blocage intermédiaire parce que je voulais m'assurer de la longueur des manches. Et j'ai bien fait de le faire parce que mes manches étaient déjà trop longues. Et une fois que mon ouvrage a été sec, j'ai décidé de reprendre la mesure de mon échantillon directement sur mon ouvrage. Et là, je me suis rendu compte que la laine avait pris avait gonflé. Et donc, qu'il me fallait moins de mailles pour atteindre les 10 cm. Je crois que je suis à 18 mailles au lieu de 20 mailles. Qu'est-ce que ça signifie dans ce cas précis pour moi? C'est que je vais avoir un peu plus d'aisance que ce qui est recommandé par la designeuse pour ma taille. Est-ce que c'est grave? Pas du tout. Je suis ravie dans ce cas-là parce que pour moi ça va être un tricot que je vais porter en hiver, à la campagne et donc je vais probablement avoir quelque chose en dessous donc j'aurai un peu plus d'aisance et ça me va très bien comme ça. Mais vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Mais alors du coup, question suivante. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, on va regarder un peu ce que pensent les experts. Emma, de la chaîne Tricolibri, par exemple, elle a décidé de ne pas faire d'échantillon, ou alors très rarement. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle choisit son fil, elle choisit les aiguilles, en fonction de son expérience, en fonction de ce qui est recommandé dans le patron, etc. Et elle se lance tout de suite. Et elle décide de tricoter une certaine quantité du patron pour ensuite venir mesurer in real life l'échantillon sur l'ouvrage. Et là, elle peut prendre une décision qui est la plus proche possible de ce qu'elle va avoir après comme rendu.
L'avantage de ça, c'est que du coup, une fois que c'est bon, c'est bon. L'inconvénient, c'est que il y a le risque de devoir détricoter, ce qui peut être un peu frustrant. En plus, je noterai simplement une dernière chose sur cette méthode-là. Ça marche bien, surtout quand vous partez d'un tricot qui est top-down. Pourquoi? Parce que on peut assez facilement venir essayer le tricot et se rendre compte que en fait il va falloir que j'augmente, que je continue de faire les raglans un peu plus loin, ou alors il faudra que je rajoute plus de mailles sous l'emmanchure pour pouvoir gagner un peu en aisance, ou au contraire en faire un peu moins, etc., etc. Alors que quand on part du bottom up, essayer en cours de tricot c'est beaucoup plus difficile, et donc voilà, moi je trouve que cette méthode là a des limites. Audrey Borrego de Yarnflex, elle a une autre manière de faire. Elle va faire des échantillons qui sont beaucoup plus grands, 20 cm sur 20 cm je crois, ce qui lui permet d'avoir voilà, une plus grande précision, c'est beaucoup plus pro. Et Audrey Borrego, elle fait également des échantillons en rond pour pouvoir, encore une fois, avoir quelque chose de plus précis. Voilà, ça permet vraiment de bien se rendre compte de ce que ça peut donner. Mais bon, ça prend plus de temps, ça prend plus de laine. Moi, mon expérience à moi, je ne fais pas des échantillons systématiquement. Par exemple, je n'en fais pas pour les chaussettes. Et je ne fais pas forcément des échantillons en bonne et due forme, pas forcément systématiquement 10 cm sur 10 cm. Par exemple, celui-ci, c'est juste un petit rectangle. A contrario, celui-ci est plus grand, mais parce que je voulais tester un point. Voilà. Je vais toujours faire un échantillon parce que j'ai envie de tester la laine, de la déguster en quelque sorte, de voir qu'est-ce que ça va donner une fois que j'ai commencé à tricoter. Ça m'arrive souvent de tricoter un échantillon avec les aiguilles recommandées par le designer ou la designeuse, pardon. Et puis ensuite de défaire et de refaire avec une autre taille qui me donne un autre rendu d'un point de vue densité. Et ça me permet du coup ensuite de pouvoir faire mes petits calculs de produit en croix et de décider quelle est la taille que je vais faire. Je vais vous parler tout de suite d'un exemple hyper concret. Il y a 2 ans et demi, une de mes grandes copines qui suit ce podcast, coucou, se mariait, et je lui ai proposé de lui tricoter son gilet pour le mariage. Et on a regardé ensemble sur Ravelry, on a identifié quelques patrons, et son coup de cœur ça a été le Magnolia Bloom de Camille Yaval. Le truc c'est que le Magnolia Bloom, il a un échantillon qui est assez grand. Je vous montre tout de suite le premier échantillon que j'ai fait, dans une laine qui collait pas du tout, mais qui me permettait d'atteindre l'échantillon souhaité. Donc ce premier échantillon rose pétard nous a donné un peu une idée du calibre de laine et du rendu que ça allait donner. Et on trouvait toutes les deux que c'était quand même très grossier par rapport au rendu qu'on souhaitait, toutes les deux, qui était quelque chose de beaucoup plus fin pour un mariage. Donc déjà on savait que sur cette taille d'aiguille là, sur ce calibre là de laine, ça ne nous plaisait pas. Ok. Ensuite, on a identifié des laines qui nous plaisaient, donc on a vraiment on a choisi plusieurs teintes et plusieurs matières pour créer quelque chose qui colle vraiment, notamment avec la couleur de sa robe. Et donc on est parti sur la Fonty Moustache coloris 413, sur la Bébé Merino coloris 831, et la voilette Princesse le Jour de la Droguerie, qui est un mohair qui a aussi un petit peu de... je ne sais plus si c'est de la stélina ou du lurex, mais qui a voilà, ce côté un peu brillant. Voilà. Et j'ai réalisé plusieurs échantillons, alors je les ai tous là, hein, je les ai conservés, à chaque fois en essayant une taille d'aiguille différente, en essayant de combiner soit que 2 fils ensemble, soit les 3 ensemble, etc. Et voilà, et ça nous a donné
des tissus différents d'un point de vue du drapé. Donc là c'était en aiguille 5, voilà. Hop, celui-ci c'était du 4 par exemple, et donc on a des on a des souplesses, des drapés différents. Et puis là par exemple j'avais que 2 fils, le bébé mérino et la voilette. Et je me souviens, j'avais vraiment fait les choses très très bien. Et j'avais l'échantillon et j'avais une petite note à côté où j'avais noté les fils que j'avais utilisés et les aiguilles. Et à l'intérieur, là j'avais marqué KO, trop petit, ça va pas le faire. Voilà. Et donc, finalement, on s'est mis d'accord. Alors, je me souviens plus exactement lequel c'est. Ah bah c'était celui-là. Bon. Je crois que c'est celui-ci. À confirmer. Mais... Ah non, c'était pas celui-là. Hop. Là, c'était peut-être celui-ci. Bon, on va dire que c'est celui-ci. Et donc, c'est... Hop, c'est celui-ci, finalement, qu'on a décidé de conserver. Et il y a vraiment une réelle différence entre la finesse de celui-ci et celui-ci. Une fois que j'ai eu tricoté ces échantillons et qu'on a décidé que c'était celui-ci qu'elle voulait, j'ai repris la mesure du nombre de mailles et du nombre de rangs et j'ai comparé avec ce qui était demandé par le patron. En faisant un produit en croix, on s'est rendu compte que si on voulait ce tissu-là, il fallait non pas que je tricote la taille S, ce qui est normalement son tour de poitrine, mais il fallait que je tricote la taille XXXL. Donc là, je crois la dernière taille du patron. Alors, pour ce cas-ci, c'était un gilet de mariage, donc j'avais un peu la pression, et c'était la première fois que je faisais de la dentelle, donc j'avais vraiment doublement la pression. Donc j'ai fait tous ces échantillons-là. Là, ça m'a pris pas mal de temps. En général, je fais un, peut-être 2 petits échantillons. Ça me prend pas trop de temps. Et ça me permet voilà, de m'assurer que je vais vraiment avoir le rendu que je veux. Et l'aisant, c'est le fit tel qu'il a été imaginé par la designeuse. Et depuis que je fais cette petite méthode avec mon produit en croix, j'ai pas eu de mauvaise surprise. À chaque fois, même quand je change de calibre de fil de manière assez conséquente, j'arrive quand même à avoir le rendu que je souhaite. Donc comment on s'y prend? Eh bien, la première chose, c'est d'aller regarder sur Ravelry quel est l'échantillon qui est recommandé pour l'ouvrage que vous souhaitez tricoter. Et ensuite, faut se lancer. Donc on monte un nombre de mailles, et puis, encore une fois, à vous de décider si vous respectez exactement pile le nombre de mailles de l'échantillon. Si vous en faites un peu plus pour avoir une meilleure idée plus largement, ça peut aussi faciliter la prise de mesure s'il y a un peu plus que pile le nombre exact de mailles, puisque du coup il n'y aura pas forcément de rouloté sur les côtés, il n'y aura pas de... il faut que je tire pour bien rentrer, etc. En général, moi je ne fais pas de mailles lisières particulières, je ne fais pas de point mousse autour, il y en a qui le font. Mais j'évite de le faire parce que ça peut fausser encore une fois la prise de mesure. Et une fois que vous avez terminé, le mieux c'est de laver votre échantillon, parce que vous pouvez être face à un fil qui va bouger au lavage. L'alpaga par exemple, ou le bambou qui va vraiment avoir tendance à s'étirer, à s'étaler. Si vous faites un échantillon avec de la dentelle, pareil, ou des torsades, même histoire, il faut vraiment le bloquer pour que ça puisse se révéler. A contrario, un fil de soie ou un fil de mohair va très peu s'étendre, va vraiment rester assez, parce qu'en fait la soie n'a pas d'élasticité, donc du coup ça va rester ensemble. Et c'est pour ça que je trouve que le combo un fil d'alpaga et un fil de mohair et soie, c'est super, parce que
l'alpaga va avoir une chaleur et un drapé qui est vraiment super. Et le fil de mohair va lui donner de la structure et faire en sorte qu'il ne s'étale pas et il perde en forme. Donc ça c'est un bon combo je trouve. Puis c'est douillet, c'est chaud, on adore. Donc maintenant que vous en savez un peu plus sur l'échantillon et que vous êtes convaincu que c'est le truc à faire, je vais vous partager ma méthode à moi de une fois qu'on a fait l'échantillon, qu'est-ce qu'on en fait. Je suis pas hyper forte en mathématiques et surtout, j'avais la flemme de refaire à chaque fois tous les calculs à la mano. Donc, des formations professionnelles, j'ai créé un Google Sheet. C'est la même chose qu'Excel si jamais vous n'êtes pas très familier. L'idée en fait, c'est de simplement avoir un tableau qui est basé sur un bête calcul de produits en croix. C'est vraiment pas du prix Nobel. Hein. Et l'idée c'est que du coup vous allez pouvoir utiliser ce tableau, venir rentrer vos données pour votre projet et puis déterminer quelle est la meilleure taille pour vous à tricoter. Disclaimer, c'est ma manière de faire, elle n'est pas parfaite, loin de là, elle n'est pas forcément universelle et infaillible. Et pour l'instant, moi je me suis vraiment concentrée que sur les mailles. Parce que je trouve que c'est plus important d'avoir la bonne distance en tour de poitrine que en hauteur. Je trouve que la hauteur c'est quelque chose qui est plus facilement modifiable. J'espère un jour réussir à aussi intégrer la partie calculateur de rang pour l'échantillon. Mais pour l'instant, déjà je vous partage ça et puis on verra. Je vais vous montrer directement comment ça fonctionne avec un exemple, donc à tout à l'heure. Alors, on se retrouve tout de suite dans le calculateur d'échantillons. Donc, on est dans un Google Sheet. L'idée, c'est de pouvoir vous proposer un fichier que vous puissiez aussi interagir avec. La première chose à faire, et c'est répété ici dans les étapes, c'est d'effectuer une copie du fichier. Parce que là, si je veux écrire dedans, il ne va rien se passer. Donc, on va ici dans Fichier, créer une copie. Et là, je vais créer une copie dans mon Drive. Hop, hop, et ça va venir directement ouvrir un autre onglet et là je vais pouvoir venir voilà, écrire dedans. Maintenant c'est mon fichier, je peux en faire ce que je veux. Donc il va y avoir 3 tableaux importants. Le premier c'est mes informations. Donc mon tour de poitrine, moi c'est 84, donc je l'ai indiqué ici. Et pour l'exemple aujourd'hui, on va partir sur le number one tee de My Favorite Things Knitwear. Qui est un beau patron que j'ai réalisé et pour lequel justement j'ai utilisé ce calculateur d'échantillons. Et en termes d'aisance, elle recommande entre 10 et 15 centimètres. Et du coup, ici, j'indique 12 centimètres. Alors, petite note du montage, j'ai décidé de rajouter dans ce premier tableau qui concerne vos informations, une ligne tour de buste de l'ouvrage terminé avisé, qui est simplement une addition de votre tour de poitrine plus l'aisance demandée par le patron pour que ce soit encore plus visuel de quelle est la taille, le nombre de centimètres qu'il faut viser. Simplement parce que je me suis rendu compte que, voilà, j'aimais pas faire le calcul non plus de tête, donc comme ça, il est déjà disponible. Le deuxième tableau, c'est celui-ci, qui va venir comprendre toutes les informations relatives aux échantillons. L'échantillon du patron, celui qui est voulu avec l'attention pensée par la designeuse, mais ensuite votre ou vos échantillons pour le projet en fonction des aiguilles que vous utilisez, du fil que vous utilisez, etc. Donc ici, on reprend les informations relatives à, au patron, donc 24 mailles, 32 rangs, aiguille 3,5 pour 10 centimètres. Encore une fois, moi je me concentre vraiment plus sur les mailles, sur la largeur. Et ensuite, ici, je vais venir mettre les informations relatives à moi, mon échantillon. Et en l'occurrence, pour ce projet-là, j'avais en respectant cet échantillon-là de 24 mailles, j'arrivais pas à 10 centimètres, j'arrivais à 8,5 centimètres. Attention, dans Google Sheets, il ne faut pas mettre des virgules, il faut bien mettre des points, sinon le calcul ne fonctionne pas.
Et ensuite, dans ce troisième tableau, on vient indiquer les informations relatives aux différentes tailles. Donc ici, vous pouvez venir modifier ces informations-là, puisque chaque designer peut décider de choisir de présenter ça sous forme de des tailles standards, donc S, M, L, etc. Ou alors sous forme de lettres, sous forme de numéros. Il y a plein d'options possibles. Mais du coup, voilà, il faut bien les reprendre. Et ce qui est le plus important ici, c'est les centimètres, enfin le tour de buste de l'ouvrage terminé proposé par le designer, parce que c'est ça qui va être clé dans le calcul. Alors moi, en l'occurrence, hop, je les ai reprises ici, donc on vient les répéter là, et vous avez vu tout de suite ici, le calcul s'effectue, mon produit en croix. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que si je faisais la première taille, qui normalement devrait être à peu près bonne pour moi, puisque je fais un tour de 84 cm de tour de poitrine, avec une aisance entre 10 et 15, ça devrait être bon. Mais en fait, comme mon échantillon est trop petit, j'arriverai seulement à 80 cm, donc une aisance négative, donc pas du tout le bon fit. Il faudrait en réalité plutôt que j'aille sur la taille XL, qui me permettrait du coup d'obtenir une vingtaine, 15-20 cm d'aisance. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Évidemment, ces tableaux-là, vous pouvez les copier-coller soit dans la même feuille, soit dans différents onglets en fonction des projets que vous voulez faire. Mais voilà, c'est un peu Joe la bidouille comme système, mais pour moi ça fonctionne. Donc j'espère que vous trouverez ça utile et que vous aussi vous pourrez vous amuser avec vos échantillons. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur l'échantillon et le calculateur d'échantillons. J'espère que ça vous aura plu, que ça va vous aider et que vous l'utiliserez. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui sont pas hyper claires, s'il y a des choses que je peux améliorer. Si vous êtes hyper fort en Google Sheet et que voilà, vous avez envie de collaborer avec moi sur ce calculateur, n'hésitez pas à me faire signe. Encore une fois, c'est très... Ouais, c'est très moi. C'est la première fois du coup que je fais ce genre de vidéo et que je partage un Google Sheet. Donc s'il y a des problèmes, je ferai au mieux pour les résoudre. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis que vous avez passé un bon moment. Et je vais vous laisser parce que j'ai du taf. Bye!